rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence et pour votre écoute de cette troisième séance des rencontres du RT14 de l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Capel pour parler de son ouvrage intitulé « Créer des ballets au XXIe siècle, enquête sur les nouveaux classiques de l'Opéra de Paris au Bolchoï », paru en 2024 chez CNRS Éditions. Quelques mots pour commencer à propos de ces rencontres du réseau thématique Sociologie des arts et de la culture de l'Association française de sociologie. Il s'agit d'un projet à la croisée du séminaire et du podcast qui, depuis 2022, vise à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec des auteurs et des autrices ayant publié récemment un ouvrage. Ces séances prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public. Nous sommes donc enregistrés et le podcast sera diffusé sur le carnet Hypothèse et sur la chaîne YouTube du RT14. Vous y retrouverez d'ailleurs l'ensemble des rencontres qui ont déjà eu lieu. Aussi, avant de commencer cette discussion avec Laura Capel, nous vous rappelons que cette séance est la dernière de l'année. Nous sommes ravis de vous annoncer qu'une prochaine saison des rencontres du RT14 est en préparation pour l'année prochaine. Bonjour Laura Capel et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui au sein de ce réseau thématique que tu connais bien. Tu es sociologue, chercheuse en danse et journaliste, ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, actuellement professeure associée à l'université Sorbonne Nouvelle et chercheuse associée au CERLIS. Tu as notamment dirigé l'ouvrage collectif Nouvelle histoire de la danse en Occident et scénarisé son adaptation en bande dessinée, Une histoire dessinée de la danse, tous les deux parus aux éditions du Seuil. Le livre dont nous allons discuter aujourd'hui est tiré de ta thèse de doctorat en sociologie. Tu as également co-dirigé avec Elisabeth Claire et Mariam Guélouz chorégraphié l'égalité culturelle pour une histoire décentrée de la danse chez l'Harmattan en 2024. Et tu mènes depuis 2023 un nouveau terrain de recherche auprès d'une compagnie, le CCN Ballet de l'Opéra national du Rhin, où tu as été nommée chercheuse associée. Enfin, tu es également, on en reparlera peut-être tout à l'heure, critique de la danse à Paris du Financial Times. Tu tiens une rubrique sur le théâtre français dans le New York Times depuis 2017 et tu es conseillère éditoriale de CND Magazine. On est donc vraiment ravis de t'accueillir pour ces rencontres. Dans un premier temps, pour entrer dans la construction même du livre, il me semble important de commencer par l'énigme ou le paradoxe qui anime ce livre. Qu'est-ce que la création chorégraphique actuelle dans des institutions de danse dites classiques ? En somme, comment peut-on comprendre et analyser la rencontre du ballet classique et de ses traditions et de la création de chorégraphies nouvelles ? Tu as voulu étudier les processus de création chorégraphique depuis les années 2000 à partir de différentes formes de matériaux. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Ton livre est un livre en 7 chapitres au cours desquels tu montres qu'est-ce que la création classique aujourd'hui à partir de différentes focales. Tout d'abord, j'aimerais préciser ici que ton enquête a été faite dans 4 pays au sein d'institutions établies de ballet. Tu as enquêté en France, en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, établissant ainsi de fait le côté transnational de ce monde de l'art, ce qui te permet aussi de comparer différentes traditions et conditions d'exercice du métier de chorégraphe, de danseur, de danseuse. En croisant les différents matériaux collectés, tu donnes à voir d'une part les effets institutionnels qui cadrent la création chorégraphique, la place de la création dans des institutions qui reprennent également des ballets de répertoire, et certaines même principalement. Tu examines ensuite les trajectoires de chorégraphes, les dimensions collectives du travail chorégraphique, les acteurs et actrices de ce travail, et enfin le travail en train de se faire. Tu n'oublies pas par ailleurs d'interroger les rapports de pouvoir dans ce monde de la danse et les questionnements actuels à propos de comment on repense ou on questionne les traditions à l'aune des inégalités sociales. Je suis vraiment ravie de discuter plus en profondeur avec toi de tous ces sujets et j'ouvre peut-être mes questions par une question d'entrée sur comment en es-tu arrivé à travailler sur la création de ballets, et ce, dans 4 pays différents.
Alors ça commence par une passion pour la danse, j'imagine. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de danse dans ma jeunesse. J'ai fait 12 ans de danse classique, pas du tout comme professionnelle, juste comme amatrice passionnée, avant de commencer mes études. Et cet intérêt pour la danse au sens large, parce que je faisais aussi de la danse moderne, de la danse contemporaine, m'a vraiment accompagnée quand je suis allée à l'université, quand j'ai commencé mes études. Très vite, j'ai eu envie de travailler en fait sur cette forme parce que ma passion pour la pratique de la danse s'est rapidement transformée aussi en passion pour la position de spectatrice aussi. Donc j'ai commencé à voir énormément de spectacles quand j'ai commencé mes études, puisqu'avant j'habitais dans des petites villes où la programmation était relativement limitée. Et j'ai notamment beaucoup suivi des compagnies classiques parce que cette technique me parlait énormément et que j'étais fascinée par le mélange au sein des répertoires en fait, de ces compagnies d'œuvres anciennes qu'on reprend, alors à partir du 19e siècle, puisque c'est vraiment le moment à partir duquel on commence à conserver des œuvres qu'on danse encore aujourd'hui. Et de création, de nouveautés, d'œuvres également du XXe siècle, enfin du début du XXIe siècle. Tout ça m'a donné envie, quand j'ai commencé la sociologie, d'aller travailler en fait, sur cette forme qui, il me semblait, était assez peu représentée dans la recherche au sens large. Autant les études en danse, au moment de leur développement, se sont beaucoup concentrées sur l'évolution de la danse contemporaine, autant la danse classique et les ballets peu présents, on va dire, dans la pensée académique sur la danse. D'une part parce que c'est un milieu assez éloigné des milieux universitaires. La plupart des danseurs classiques se professionnalisent vers l'âge de 17-18 ans, ne font pas d'études supérieures ou alors les font plus tard. Contrairement à la danse contemporaine où il y a des parcours mélangés parfois, de danseurs, danseuses ou de chorégraphes qui vont à l'université, qui développent leur travail en même temps, donc qui gardent des liens aussi avec ce milieu. Et puis il y a aussi beaucoup de stéréotypes en fait, tout simplement à propos de la danse classique, qui a été positionnée notamment en France dans les années 1980 au moment de l'explosion de la danse contemporaine comme un objet du passé, on va dire, comme quelque chose contre lequel il fallait s'opposer. Alors, il y avait des raisons vraiment stratégiques à ça, à savoir que la danse contemporaine a eu besoin à un moment donné de conquérir sa place sur le plan institutionnel, donc de conquérir des financements, de développer ses propres institutions, et elle l'a fait en opposition beaucoup aux institutions qui étaient les ballets inscrits dans les maisons d'opéra. Mais cette binarité en fait, entre classique et contemporain, a eu beaucoup d'effets ensuite sur la perception de ces deux mondes, on va dire. Et dans le cas de la danse classique, a eu pour effet aussi de la renvoyer tellement au passé que du coup, la création dans ce domaine est devenue de moins en moins facile à penser. Alors que, comme toutes les formes chorégraphiques, c'est une forme qui s'est nourrie à toutes les époques de création. En réalité, elle n'a jamais existé que par un répertoire, en fait. Donc du coup, je pense que cette interrogation sur le rôle que pouvait tenir ou la forme particulière que pouvait avoir la création dans le monde du ballet m'a donné très envie en fait, de travailler dessus en tant que chercheuse, d'aller voir au plus près aussi, des acteurs de cette création comment elle fonctionne. Et donc c'est pour ça que je me suis plongée dans ce projet au moment de ma thèse. Qui a commencé en 2012, donc ça remonte déjà un petit peu. Et puis j'ai eu très vite envie de travailler dans plusieurs pays, mais on y reviendra peut-être ensuite, j'imagine. Très bien, merci. Peux-tu aussi nous parler du coup de ton matériau d'enquête, de comment tu as fait, éventuellement des méthodes que tu mobilises pour travailler sur cet objet-là, en quelque sorte, auquel on reviendra? Ouais, alors j'ai choisi plusieurs entrées méthodologiques parce que, alors il était évident pour moi que je voulais faire un travail d'observation sur le terrain. Donc ça impliquait de sélectionner un certain nombre de créations pour lesquelles il était possible, en fait, même physiquement, avec l'autorisation de la compagnie, des artistes, etc., d'observer ce travail sur le temps long, souvent, jusqu'à 2 mois et demi de travail, pour voir en fait comment la création se faisait dans les studios, comment les interactions la faisaient naître, comment le mouvement en fait évoluait au fil des répétitions.
en plus de ça, du coup, j'ai mené des entretiens avec les acteurs de cette création classique à différentes positions de la création. Évidemment, les chorégraphes, qui sont, je m'en considérais comme les signataires de l'œuvre, enfin les maîtres d'œuvre. Mais étant donné que c'est un travail très collectif, on y reviendra. J'ai aussi réalisé des entretiens avec des danseurs, danseuses de différents âges, de différents statuts également au sein des compagnies, que ce soit du corps de ballet, c'est-à-dire des ensembles, des grands ensembles, ou des solistes, enfin des danseurs étoiles. Et également les maîtres de ballet assistants, qui sont des figures un peu clés en fait, dans le fonctionnement des compagnies chorégraphiques. Un pianiste aussi. Enfin, en gros, tous les acteurs qui étaient présents en studio spécifiquement pendant ce travail sur le mouvement. Et puis, du coup, ça m'a donné un corpus de travail. Alors, j'ai choisi aussi, il faut que je le précise, effectivement, de le faire dans 4 pays différents, parce que je voulais essayer de sortir des particularismes d'une certaine histoire chorégraphique. Je parlais de la manière dont ça s'est constitué en France, dont le classique s'est retrouvé opposé au contemporain en France et des effets que ça a eu. Tous les pays n'ont pas vécu l'évolution l'histoire chorégraphique de la même manière, et donc ne perçoivent pas non plus la création dans les compagnies de ballet de la même manière. Ce qui me semblait être une opportunité très intéressante de décentrer en fait, le regard, de ne pas uniquement le penser par une histoire française de la danse, mais de trouver des points de comparaison qui permettraient de comprendre y a-t-il des éléments communs entre le travail de création en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, et aussi quels effets ont les contextes culturels spécifiques dans lesquels la création se développe. Et enfin, donc, j'ai ajouté une dernière entrée méthodologique qui était la création d'une base de données, en fait, recensant là non plus uniquement les quelques créations sur lesquelles je travaillais, mais l'ensemble des créations réalisées au XXe siècle, au XXIe siècle, ça aurait été beaucoup plus long au XXe siècle, réalisées au XXIe siècle dans les 4 compagnies que j'ai suivies. Le but était vraiment d'avoir des éléments chiffrés sur l'évolution de la création chorégraphique dans ces compagnies, étant donné que c'est un domaine où il y a très très peu de données quantitatives et où donc il est très dur de positionner en fait, la création au sein d'un paysage plus large de la création dans ces compagnies. Ça me semblait important pour montrer aussi de manière très concrète certaines tendances, par exemple le peu de représentation des femmes chorégraphes, l'évolution de la forme des ballets aussi, parce que j'ai inclus des informations sur la durée des ballets, le choix de la musique, la composition des distributions, etc., qui permettaient du coup réellement de produire des statistiques en fait, sur les choix en fait, que font sur le temps long ces compagnies de ballet dans le domaine de la création. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être une petite question complémentaire. Comment tu as fait pour faire cette base de données et je pense à une deuxième partie, si je me rappelle bien, où tu as pris aussi toutes les productions scéniques sur une année pour voir aussi la place de la création par rapport à... Enfin voilà, j'ai déjà travaillé avec des grandes institutions culturelles comme ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc, est-ce que tu veux bien nous partager non, c'est comment sûr. on fait ça? D'autant que effectivement, le niveau d'information accessible, par exemple, librement en ligne au public, est très variable selon les institutions. Par exemple, le Ballet de l'Opéra de Paris, qui est une des institutions sur lesquelles j'ai travaillé, a un site très utile qui s'appelle Même Opéra, qui recense en fait, toutes les productions lyriques et chorégraphiques données à l'Opéra de Paris depuis les années 70 à peu près. C'est pas non plus toute l'histoire de l'institution, mais ça donne vraiment une base assez large. Mais même là, les informations ne suffisaient pas toujours, étant donné que je cherchais, donc, comme je disais, des informations assez précises ensuite, sur les distributions, sur la forme que prenaient ces ballets. Donc, dans un cas comme l'opéra, je suis partie de tout ce qui était recensé à partir de 2000 sur ce site
comme production chorégraphique. Et j'ai croisé ces informations avec des informations tirées des programmes, en fait, de la compagnie. Donc, soit des programmes que j'avais dans certains cas, mais aussi, en fait, tout simplement les archives, en fait, de cette compagnie, des autres compagnies aussi. Pour certaines, ça a été encore plus dur parce qu'il a fallu tout constituer à partir des programmes qui sont plus ou moins bien archivés là aussi selon les institutions. L'Opéra de Paris est très ordonné dans ce domaine, mais dans d'autres compagnies, la question des archives, quand on est une compagnie de spectacle vivant qui est beaucoup dans l'actualité, aller de l'avant, la saison qui arrive, etc., bien ordonner ces archives pour des chercheurs n'est pas forcément la priorité au quotidien. Donc ça a été beaucoup de fouilles parfois où on m'indiquait le placard dans lequel se trouvaient tous les programmes récents et où il fallait ensuite à partir des programmes deviner la durée, enfin essayer de retrouver les fiches sur les petites fiches parfois même du jour où il y avait la distribution, la durée exacte, enfin les pièces de musique qui avaient été choisies, enfin voilà. Bon, ça a été un petit travail de détective, mais en réalité c'était je n'allais que jusqu'à 2000, je ne remontais que jusqu'à 2000, donc c'est pas si lointain que ça. Et c'était aussi un travail très intéressant en fait, parce que ça implique une certaine interprétation des archives pour voir quelles informations on peut tirer de données comme des programmes, et comment est-ce qu'on peut aller au-delà de simplement les statistiques sur qui les a créés, enfin à quel moment, pour parler réellement de tendances esthétiques en fait, même de tendances dans la forme des œuvres. Donc tu viens de le dire, mais tout à l'heure, mais tu mobilises une approche qui comprend le travail de création, ici chorégraphique, comme un travail collectif. Tu as étudié différentes créations dans leur contexte institutionnel et les effets de ces contextes sur les productions des chorégraphes, mais aussi cette question de la participation des répétiteurs, des danseurs et des danseuses dans la création, mais aussi d'autres métiers finalement. Tu l'as évoqué sur l'organisation de ton enquête, mais est-ce que tu veux bien un peu nous guider dans ce monde de ce travail collectif? Oui, alors c'est vrai que la danse est un excellent exemple pour montrer la dimension collective du travail de création au sens large, parce que c'est vrai qu'en fait, dans le domaine de la danse, tout se fait en studio, quasiment. Quand je parle de la création du mouvement, hein, parce que bien entendu, il y a d'autres aspects de développement des productions, les décors, les costumes qui se font dans d'autres espaces. Mais la plupart des chorégraphes aujourd'hui préparent de manière limitée leur travail avant d'arriver en studio. Bien sûr, ils ont préparé la forme généralement des pièces, enfin la structure dramaturgique, on va dire, mais le plus souvent, la création des pas elle-même se fait directement dans les studios et en plus sur des temps assez limités, parce qu'on parle de compagnies qui sont aussi régies par des règles syndicales généralement, et où donc du coup, le chorégraphe doit être créatif de 11h30 à 17h30, point. Enfin, c'est le temps qu'il aura et ça ne va pas aller, il n'y aura pas plus, on va dire. Enfin, donc c'est un travail très concentré en fait, dont on voit vraiment la dimension interactive quand on va dans les studios de ces compagnies, et ça, je trouve que ça montre vraiment, enfin voilà, ça s'appuie bien entendu sur le travail réalisé par Howard Baker dans les mondes de l'art et sa vision, enfin de la dimension collaborative du travail de création. Je trouve que c'est particulièrement clair dans le cas de l'objet sur lequel je travaillais et que c'est un bon exemple aussi pour montrer que la création n'est pas vraiment pas quelque chose qui sort de la cuisse de Jupiter, tout formé. Au contraire, parce qu'on voit le développement du mouvement en studio et la manière dont les autres acteurs en fait interviennent à différents endroits de ce processus, physiquement, dans leurs échanges avec le ou la chorégraphe, enfin les assistants également. Et ce travail, ce processus qui généralement donc se passe sur une durée de, dans les compagnies classiques, à peu près 6 semaines. Ça peut aller jusqu'à 8-10 semaines, mais la base, souvent, c'est ces 6 semaines de création qui doivent permettre de réaliser de A à Z le travail chorégraphique. Donc c'est très intense pour les chorégraphes aussi. Enfin, en réalité, c'est vraiment, ce n'est pas quand l'inspiration arrive qu'on travaille quand on est chorégraphe. Et ces processus, donc d'une durée limitée, s'inscrivent dans un cadre institutionnel très fort, dans le cas des compagnies classiques. Pourquoi ? Parce que donc la création, en réalité, est une activité. Évidemment, eux ne le formulent pas comme ça, mais sur l'économie à l'échelle d'une saison, la création est une activité mineure, en fait, pour ces compagnies. Généralement, on parle de
quelques créations. La moyenne est, par exemple, à l'Opéra de Paris, entre 2000 et 2020, c'est à peu près 3,15 créations par saison, donc on va dire 3 créations par saison. Ça varie un petit peu selon les compagnies. Chez certaines, c'est encore plus bas. Ça peut être un nouveau ballet par saison, sur un répertoire qui peut comporter 8, 10, 15, 20, parfois œuvres selon la taille des compagnies. Donc, fondamentalement, ce n'est pas ce que font les danseurs, en fait, la plupart du temps, dans les ballets. La reprise, c'est-à-dire le travail de reprise d'œuvres existantes, que ce soit des œuvres vraiment plus anciennes, ce qu'on appelle les grands ballets classiques, par exemple Le Lac des Cygnes, Casse-Noisette, etc. La reprise de ces ballets-là ou d'œuvres du XXe siècle déjà créées constitue plutôt l'essentiel de leur travail. Donc, c'est pas du tout en réalité le même, et la création n'est pas le même travail que la reprise. Dans la reprise, il n'y a pas d'incertitude. Il peut y avoir une incertitude sur l'interprétation de certains pas, etc., mais la chorégraphie est fixée. La collaboration qui est demandée aux acteurs n'est pas la même, le degré d'implication dans le travail de développement du mouvement. Et donc, ces institutions ne sont pas tournées à 100% vers la création, comme peuvent l'être d'autres compagnies dans d'autres domaines. Par exemple, certaines compagnies contemporaines sont vraiment faites pour soutenir une activité de création principalement et de tourner des œuvres qui ont été créées, mais sans réellement nécessairement de vision à long terme sur un répertoire de reprise. Ça a des effets importants sur la création parce que ça veut dire que les chorégraphes qui arrivent, et pour beaucoup ils sont pas permanents en fait, dans les compagnies, ce sont des artistes nomades en fait. Donc les chorégraphes qui arrivent dans une compagnie doivent aussi s'intégrer dans une institution existante qui possède ses propres conventions et ses propres objectifs, qui ne sont pas tout à fait les mêmes nécessairement que celles des chorégraphes. Donc c'est aussi, à mon sens, un objet très intéressant de ce point de vue-là, puisque le chorégraphe ou la chorégraphe se positionne par rapport au désir aussi de l'institution, à la manière dont une institution oriente et gère l'activité de création. Et ensuite, on retrouve des négociations similaires au niveau du travail avec les danseurs, danseuses ou les assistants, les interprètes pouvant tout à fait ne pas avoir d'appétit particulier pour le travail de création et pour, encore une fois, l'incertitude que ça demande, ou le degré de proposition, d'intervention que ça demande. Certains interprètes, et parfois c'est formulé comme une critique, mais c'est pas forcément le cas. Certains interprètes se réalisent plus dans la reprise d'œuvres que dans l'interaction avec un chorégraphe au moment de la création. C'est aussi très personnel, même s'il y a des questions de formation en amont qui expliquent la manière dont la création est perçue. Et de ce point de vue-là, du coup, la création, le travail collectif évolue beaucoup selon les institutions, mais comporte toujours ces éléments de tension avec le cadre global dans lequel la création s'insère, et avec les acteurs que parfois le chorégraphe ou la chorégraphe n'a pas choisi. C'est-à-dire, quand on vient travailler avec une grande compagnie classique, on n'a pas toujours le choix de l'intégralité de sa distribution. C'est une autre différence avec les compagnies contemporaines où, si on travaille avec des intermittents, typiquement, on les choisit pour une création spécifique. Là, parfois, on travaille avec des artistes qu'on n'a pas toujours choisis, et ce qui crée une forme de contrainte, en fait, aussi dans le travail de création, qui peut parfois être, porter ses fruits de manière, c'est-à-dire transformer, en fait, le processus de création, porter ses fruits de manière différente, mais qui oriente très clairement l'activité. Peut-être pour aller plus précisément sur tes 4 terrains d'observation, les 4 grandes compagnies sur lesquelles tu as travaillé, c'est donc, tu l'as cité, l'Opéra de Paris, le Ballet du Bolchoï, l'English National Ballet et le New York City Ballet. Quelles sont éventuellement, en quelques mots, les particularités ou les différences entre chacune de ces institutions par rapport à ce qui t'intéresse, donc la question de la création, mais aussi potentiellement la taille, les financements. J'imagine que toutes ces choses-là, peut-être qu'elles jouent un rôle sur Bien sûr, ce sont ce travail-là. Effectivement, des institutions très variables. Alors, je n'ai choisi que des compagnies qui
avait une certaine taille en matière de nombre de danseurs-danseuses. Parce qu'il y a aussi des ballets qui sont des structures plus petites. Là, pour toutes ces compagnies, on est à plus de 70 danseurs, ce qui veut dire des ensembles très conséquents. Les compagnies de ballet qui ont plutôt 30, 40 danseurs, ça oriente également le répertoire. Donc c'était un petit peu un de mes critères, mais sinon j'ai effectivement délibérément choisi de travailler sur des compagnies à l'histoire très différente. Dans le cadre de l'Opéra de Paris et du Bolchoï, on parle de compagnies qui ont plusieurs siècles d'histoire. Pour l'Opéra de Paris, cette histoire remonte au XVIIe siècle. Bien entendu, ça a un effet sur ce qui se passe dans une institution. Différente parce que, après, l'histoire de la danse en France et l'histoire de la danse en Russie sont assez différentes. Comme je le disais, dans le cas de la France, la manière dont la danse contemporaine s'est positionnée à la fin du XXe siècle a aussi changé le positionnement du ballet. Là où, en Russie, le ballet reste la forme dominante, subventionnée et très prestigieuse aussi, à un très haut niveau de reconnaissance symbolique, qui fait du coup des danseurs, par exemple au Bolchoï, des acteurs qui ont un certain statut, mais aussi un certain pouvoir au sein de l'institution. Ce sont des compagnies qui ont, par exemple, l'Opéra de Paris, les danseurs ont des contrats permanents jusqu'à l'âge de 42 ans, qui est l'âge de la retraite. En Russie, le système est un petit peu différent, mais on est aussi sur des contrats de long terme. Il n'y a pas d'âge de la retraite vraiment fixe, mais avec une certaine sécurité de l'emploi également là-bas. Là où dans d'autres compagnies, et notamment aux États-Unis, les compagnies de ballet se sont structurées sur des contrats plutôt annuels ou de 2 ans renouvelables. Donc, les danseurs, danseuses ne sont pas dans la même position dans toutes ces compagnies par rapport à la compagnie elle-même et même aux chorégraphes qui arrivent. Par exemple, en Russie, il est très évident qu'un certain nombre de stars d'une compagnie comme le Bolchoï se considèrent comme ayant un statut plus élevé que les chorégraphes qui viennent. Je caricature un petit peu, mais ça change évidemment les dynamiques, les dynamiques de pouvoir en fait, aussi au sein de ces compagnies. À l'Opéra de Paris, donc effectivement, on a aussi une compagnie très hiérarchisée avec 5 niveaux hiérarchiques, 3 de corps de ballet et ensuite les premiers danseurs, premières danseuses et ensuite les étoiles. Là aussi, la progression hiérarchique amène avec elle un certain statut qui a un effet ensuite sur les processus de création. Mais j'avais vraiment aussi également envie d'avoir des compagnies à l'histoire plus courte. C'est pour ça que j'ai travaillé donc au New York City Ballet et à l'English National Ballet, qui sont 2 compagnies fondées au XXe siècle. Donc, dont le rapport à la création n'est pas tout à fait le même, notamment au New York City Ballet, qui est une compagnie fondée après-guerre par un chorégraphe, Georges Balanchine, qui a travaillé avec cette compagnie pendant 40 ans. Donc, ce chorégraphe fondateur est encore très présent en fait, dans la mémoire des artistes qui travaillent au New York City Ballet. Et le rapport à la création est donc un petit peu différent de celui qu'on va trouver dans des maisons dont l'histoire est tellement longue que le répertoire s'étale sur des générations et générations et donc crée de la distance aussi par rapport aux œuvres. Et ensuite, ces compagnies ont également sont également différentes sur le plan institutionnel parce que certaines sont inscrites dans des maisons d'opéra, donc l'Opéra de Paris, le Bolchoï sont inscrits dans des maisons où il y a également du lyrique, des productions lyriques, où le directeur général, en tout cas dans le cas de l'Opéra de Paris, est généralement issu du monde du lyrique, ce qui veut dire que le ballet est sous la coupe, on va dire, d'un directeur général qui vient d'un autre domaine artistique. C'est une particularité historique des ballets dans les maisons d'opéra qui a beaucoup d'effets aussi sur leur statut, sur la répartition des budgets. Là où le New York City Ballet et l'English National Ballet sont des compagnies indépendantes, le New York City Ballet possède même son propre théâtre, ce qui est très rare à New York. Le partage avec d'autres, mais c'est un lieu qui leur appartient en propre. Et l'English National Ballet est une compagnie qui était plutôt à l'origine une compagnie de tournée en fait, donc qui a un statut un peu différent, mais qui a aussi des locaux permanents à Londres. Donc, voilà, je donnais pas mal d'éléments, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points sur lesquels ces compagnies sont différentes, mais c'était aussi ce que je cherchais en fait, pour essayer de déceler ce que la création classique pouvait vouloir dire à des endroits très différents,
qui, malgré tout, communiquent beaucoup entre eux. Parce que, on en Ce parlait, qui ramène peut-être à la question suivante, Ouais. sur une question que tu abordes et que tu démontres, mais en quelque sorte, comment ou en quoi ces compagnies participent d'un espace transnational de la danse classique et de la création, et quels sont en soi les échanges, mais aussi peut-être les partages ou les parcours éventuellement de chorégraphes parmi ces différentes compagnies. Alors peut-être pour commencer, pour rappeler, la danse est déjà un domaine artistique dans lequel les circulations internationales sont en fait très faciles, puisqu'il n'y a pas de problème de langue. Pour le dire de manière très simple, en fait, c'est-à-dire que le langage utilisé corporel fait que, contrairement au théâtre, qui va avoir besoin peut-être de traduction, d'un réel travail sur la langue, la communication par le corps et par le mouvement uniquement fait que la danse a pu circuler en réalité très tôt. C'est une des caractéristiques aussi du ballet depuis en fait le début de son histoire, puisque déjà à l'époque, ce qu'on a appelé le ballet de cour, mais en tout cas du développement du ballet qui ne ressemblait pas au ballet d'aujourd'hui à l'époque, mais au moment du développement de la technique classique, déjà, les maîtres de ballet au XVIIe, au XVIIIe siècle, en fait, circulaient dans toute l'Europe, à l'époque beaucoup entre les cours royales, pour diffuser leur connaissance, partager en fait leur connaissance aussi par le biais des premières notations chorégraphiques qu'on a conservées, donc notamment la notation Beauchamp-Feuillet. Encore une fois, ça ne ressemblait pas au ballet d'aujourd'hui en tant que tel, mais ça pose les bases en fait déjà d'un système où les acteurs professionnels de cette forme artistique ne sont pas limités par les frontières. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça non plus. La question de la circulation en danse, comme peut-être ça peut l'être plus dans d'autres formes. Bien entendu, ça s'est accéléré avec la facilité aujourd'hui des déplacements. Et la spécificité de la danse classique, dans ce domaine, des compagnies classiques, c'est qu'effectivement, elles communiquent beaucoup entre elles. Qu'est-ce que je veux dire par communiquer ? C'est un monde relativement petit à l'échelle internationale où les danseurs circulent d'une compagnie à l'autre. Les chorégraphes aussi beaucoup circulent au sein de ces compagnies à l'échelle internationale plutôt que dans un espace national la plupart du temps. Donc les chorégraphes qui ont une certaine réputation dans le champ de la danse classique, vous allez les retrouver à l'Opéra de Paris, à New York, à Moscou, à Sydney, etc., plus que dans différentes villes d'un même pays. En fait, puisque comment dire, c'est au sein de ces compagnies que la demande existe. Les directeurs communiquent beaucoup entre eux, directeurs, directrices communiquent beaucoup entre eux et elles aussi. C'est un monde qui partage une culture, en fait, d'où l'usage que j'ai fait effectivement de la notion de monde transnational dans ce cas précis. Parce que ces compagnies sont parfois plus en contact les unes avec les autres qu'elles ne le sont avec le reste de leur champ chorégraphique au niveau local. Donc, dans une certaine mesure, ça veut dire aussi qu'il y a une culture partagée qui se développe, qui s'appuie également sur un partage autour de la technique et du répertoire, puisque la technique, même si des particularités locales existent, c'est-à-dire on parle de style Vaganova en Russie, de style français, etc., les bases de la technique restent la même d'une compagnie à l'autre. Et d'ailleurs, la technique est toujours apprise en français. Ce qui veut dire que même dans d'autres pays, on va utiliser les termes français en fait, pour les pas. Donc là aussi, le partage est très facile d'une compagnie à l'autre. Je voulais ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, et aussi au niveau du répertoire. Le répertoire, donc ce que j'appelais les grands ballets du répertoire, ce qui est en fait un socle d'œuvres qui s'est constitué a posteriori en fait, au XXe siècle, mais qui comporte toute une série d'œuvres du XIXe siècle qui ont été construites comme les œuvres essentielles du répertoire classique, avec tous les problèmes que ça comporte aussi. Ces œuvres-là circulent aussi entre ces compagnies. Les compagnies peuvent avoir leur propre version, entre guillemets, de ces ballets, leur propre version du Lac des Cygnes, leur propre version de Don Quichotte, de la Bayadère, etc. Mais les images centrales de ces ballets, des pans entiers du texte chorégraphique, sont suffisamment partagés
pour que même les références soient très faciles, en fait, entre danseurs qui pourtant ne partagent pas la même langue, n'ont pas grandi dans les mêmes écoles et n'ont pas les mêmes enseignants. Donc c'est ça qui en fait un monde réellement transnational. C'est ce commun, en quelque sorte, dans cette partie transnationale. Est-ce qu'il ne peut pas être un tout petit peu contrebalancé parfois par effectivement une influence locale? Tu as évoqué les différences, mais quelle est l'influence finalement d'une compagnie réellement sur la création chorégraphique elle-même? Ce que j'ai pu voir, en tout cas sur le terrain, pendant mon travail, c'est que les compagnies orientent de manière plus ou moins subtile les créations qui sont réalisées en leur sein. C'est le cas à beaucoup d'endroits, mais en l'occurrence, c'est assez clair dans ces compagnies parce que il y a très souvent un déséquilibre de pouvoir entre les compagnies et les chorégraphes, donc encore une fois, qui sont nomades et qui dépendent des commandes, qui ne sont pas donc complètement maîtres, à moins d'être eux-mêmes directeurs d'une compagnie ou parfois d'avoir des postes de chorégraphe en résidence qui leur donnent un peu plus de poids, on va dire, dans les négociations, dans le travail, dans le travail au quotidien dans ces compagnies. Sinon, ces chorégraphes sont des invités, en fait, entre guillemets. On parle souvent de chorégraphes invités dans ces compagnies. Sont de passage dans ces compagnies. Et ces compagnies ont aussi leur propre politique artistique, d'abord, leur propre logique qui est influencée souvent par un contexte institutionnel, un contexte historique aussi dans le pays concerné, ce qui se traduit par exemple par des négociations au moment du passage d'une commande, entre guillemets, sur le choix des sujets des ballets. Quand on parle de sujets narratifs, il est assez fréquent que les compagnies, en fait, passent commande à des chorégraphes notamment de relecture d'œuvres historiques, parce que c'est un pan entier de la création chorégraphique dans ces compagnies. Donc, une relecture de l'après-midi d'un faune, une relecture de l'oiseau de feu, une relecture du lac des cygnes, et ainsi de suite. Donc, propositions qui ne viennent pas forcément des chorégraphes en tant que tels, ou qu'on leur passe commande aussi d'une création, par exemple sur un compositeur ou une compositrice précise. Dans le cadre de l'une des créations que j'ai étudiées, qui était une adaptation de La Mégère apprivoisée de Shakespeare, la commande a été passée au moment d'un anniversaire lié à la vie de Shakespeare, qui du coup justifiait une programmation à ce moment-là. Alors après, j'ai utilisé donc la notion de directive pour montrer comment justement les institutions et à quels endroits les institutions vont orienter ces choix artistiques. Pour autant, bien sûr, parfois ça rejoint des désirs préexistants ou en tout cas, des créations possibles que les chorégraphes n'avaient pas encore mis en action. Mais n'empêche que ce travail de négociation se fait en fait au fur et à mesure du développement d'une création. Donc il y a évidemment le choix du sujet, la décision initiale, avec la pression bien entendu de dire oui ou non. On parle de compagnies très prestigieuses, donc par exemple une commande à l'Opéra de Paris ou une commande au New York City Ballet peut parfois changer des trajectoires de carrière en fait. Donc il y a évidemment de très bonnes raisons de dire oui dans ces situations-là, mais ces directives continuent aussi au moment du développement de la création elle-même, une fois que le sujet, la forme ont été décidés. Par exemple, ensuite on a les négociations autour du choix des danseurs ou des danseuses, et donc qui influence donc la structure de l'œuvre, la manière dont l'œuvre va se développer, avec qui, comment, est-ce que la chorégraphe va avoir les personnes avec qui il a réellement envie de travailler, ou devoir faire en fonction des contraintes d'une compagnie ou des choix tout simplement de sa direction. On a également parfois aussi des moments, même pendant les répétitions, même si les directeurs et directrices sont souvent assez absents en fait pendant les répétitions elles-mêmes, mais des discussions ont lieu généralement en parallèle de ces répétitions qui contribuent parfois à orienter la manière dont la création se développe. Donc effectivement, le contexte institutionnel joue en fait dans l'acte de création. C'est juste qu'en fait, dans le cas de la danse et des compagnies de ballet, on le voit de manière très claire. Parfois, c'est plus caché. Là, on va dire que ça fait partie en fait du processus de négociation et de développement des œuvres. Et c'est aussi très intéressant parce que
ça montre aussi comment la création se développe en fonction aussi des contraintes qu'elle rencontre, de manière très pragmatique. Le travail se fait en fonction des conditions de travail également qui sont proposées aux chorégraphes et aux danseurs-danseuses. Et les chorégraphes sont particulièrement forts généralement pour s'adapter à ce qui leur est proposé parce que ça fait réellement partie des bases de ce métier, en fait. Quand on a des danseurs-danseuses à un nombre très limité d'heures, en fait, on n'a pas tellement le temps d'avoir des crises, comment dire, des crises personnelles au milieu des répétitions. Ou d'inspiration. Ou des crises d'inspiration, entre très gros guillemets. Mais on voit du coup l'inspiration est, ça revient à tout le travail de la sociologie de l'art sur la question de l'inspiration, mais je trouve que là, on voit particulièrement à quel point la notion d'inspiration comme quelque chose qui sortirait de nulle part et qui viendrait traverser l'artiste à un moment qu'il n'a pas choisi. Oui, comme dans son sommeil. Voilà, n'a pas tant de sens que ça. Quand on voit en pratique la manière dont le travail se fait. Effectivement. Et du coup, plus précisément, vu qu'on a commencé à ouvrir cette question, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les chorégraphes eux-mêmes, leur trajectoire, la construction sociale de la vocation de chorégraphe, l'entrée et peut-être le maintien ou pas dans le métier, dans ce monde-là en particulier? Moi, j'ai travaillé effectivement, j'ai voulu travailler spécifiquement sur des trajectoires de chorégraphes, donc que j'appelle chorégraphes classiques. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent eux-mêmes toujours ce terme-là, mais ce que j'entends par là, donc, c'est vraiment des chorégraphes qui choisissent d'ancrer leur travail dans la technique classique et l'ont traversé eux-mêmes ou elles-mêmes. Généralement, ça veut dire avoir fait une carrière d'interprète, en fait. S'être formé en tant que danseur-danseuse, avoir fait une carrière d'interprète et ensuite amorcer une transition vers la chorégraphie. Ce qui, du coup, implique des différences assez importantes avec les carrières de chorégraphes, par exemple, dans la danse contemporaine, où les carrières elles-mêmes ne prennent pas la même forme. En fait, en danse contemporaine, on peut aussi se positionner beaucoup plus tôt en tant que chorégraphe plutôt qu'interprète et développer uniquement une carrière de chorégraphe ou une carrière mélangée dès le départ. Dans le cas des chorégraphes donc classiques que j'ai étudiés, donc en fait j'ai aussi quand j'ai développé une base de données donc sur toutes les créations réalisées par les compagnies que j'étudiais. J'ai aussi, en parallèle, pour chacun des chorégraphes, chacune des chorégraphes que je rencontrais dans cette base de données, j'ai créé des propres fiches d'informations sur eux ou elles pour essayer de comprendre comment leur carrière s'était développée, d'où ils venaient, leur âge, évidemment leur genre, et la manière dont c'était, la technique dont ils venaient également, la forme qu'avait pris leur carrière. Donc ça m'a permis aussi de faire, là aussi d'avoir un petit peu de données chiffrées sur ces trajectoires de chorégraphes. Et dans le cas des chorégraphes donc, de formation classique qui ont travaillé pour ces compagnies entre 2000 et 2020, on a, pour vous donner une idée, 97% d'anciens danseurs et danseuses professionnels. Donc c'est vraiment l'exception en fait, le ou la chorégraphe qui n'a pas fait une carrière, et aussi 59% d'anciennes solistes. Donc, ce qui est là aussi un autre niveau. Donc, on parle de danseurs, danseuses qui ont atteint le grade de soliste dans leur compagnie, ce qui donc facilite d'une certaine manière la transition vers la chorégraphie. Transition qui en fait est est souvent très complexe à aborder pour ces artistes parce qu'il n'y a pas de diplôme de chorégraphe classique. Ni même, il y a un diplôme qui s'est créé relativement récemment de chorégraphe en France, mais on parle de vraiment une minorité de chorégraphes qui se tournent vers ça. C'est un métier sans droit d'entrée, en fait. C'est un métier où les transitions sont souvent lentes en parallèle d'une carrière d'interprète, où on jongle souvent entre la fin de sa carrière d'interprète et le début de la carrière de chorégraphe, qui implique souvent de commencer par des essais au sein des compagnies où on danse. Donc, on parle souvent des ateliers de danseurs chorégraphes, comme l'Opéra de Paris et d'autres compagnies le font. Donc, de commencer, de saisir des petites opportunités à droite à gauche pour créer. L'enjeu étant aussi d'avoir des danseurs en fait pour créer du temps de studio, parce que là aussi on ne parle pas de quelqu'un qui peut, on peut pas juste créer chez soi en fait. Quand on est chorégraphe dans son salon, on peut créer un solo pour soi-même, mais à partir du moment où on veut s'inscrire dans une carrière plus longue où il va falloir travailler avec des interprètes, il faut aussi trouver les conditions en fait, de développement de ce travail. Et cette transition se passe généralement donc
à la trentaine pour les danseurs-danseuses, ce qui évidemment a des effets notamment sur le plan du genre. On a dans la création, dans les compagnies classiques, une minorité de femmes. Dans les 4 compagnies que j'ai étudiées, il n'y avait que 20,8% de femmes parmi les chorégraphes employés entre 2000 et 2020, qui elles-mêmes n'étaient les autrices que de 13% à peu près des œuvres créées, ce qui est très faible et qui semble, je pense, parfois d'autant plus étonnant de l'extérieur qu'on parle de la danse, qui est un domaine perçu comme particulièrement féminin et féminisé. Alors, ce qui est le cas en termes de pratique, alors ça dépend également des formes chorégraphiques, mais dans la danse classique, c'est vraiment une forme qui est particulièrement identifiée au féminin dans notre imaginaire. Et pour autant, alors même que la ballerine est le symbole, on va dire, de cette forme artistique, les hommes sont extrêmement dominants au poste de chorégraphe, dans les rôles de chorégraphe au sein de ces compagnies, plus encore que dans la danse contemporaine ou dans d'autres domaines. Et la manière dont les carrières se constituent joue là-dedans, parce que les transitions arrivent justement à la trentaine, à un moment où, évidemment, un moment de vie pour les femmes qui peut être pour plein de raisons, mais notamment, par exemple, si elles veulent fonder une famille, avoir des enfants, il y a une concurrence entre les priorités à donner à la fin d'une carrière d'interprète, entre le développement d'une carrière de chorégraphe, le développement d'autres priorités, la gestion de la fin de la carrière d'interprète. Les carrières elles-mêmes de danseurs-danseuses dans les compagnies classiques ne sont pas égalitaires, c'est une manière un peu bizarre de le dire, mais les danseuses rapportent, et les danseurs le rapportent aussi, que les femmes dans les compagnies classiques ont une plus grosse charge de travail, parce qu'il y a plus de rôles féminins dans le répertoire historique du ballet que de rôles masculins, et que ces rôles sont plus durs, notamment dans les ballets du 19e siècle, période à laquelle les hommes se mettent en retrait progressivement de la scène, où il y a de moins en moins d'hommes dans les compagnies. Donc la charge de travail au quotidien est très forte, et il y a toute une série de mécanismes qui se cumulent les uns avec les autres, qui ont tendance à écarter les femmes de la profession de chorégraphe en venant de la technique classique, qui ont trait également à la formation, en fait, à l'origine des danseurs-danseuses dans les écoles pré-professionnelles, qui encouragent qui encourage beaucoup la discipline et l'uniformité chez les femmes du fait des exigences perçues du corps de ballet, alors même que la créativité est plus encouragée chez les garçons. Ça, on le retrouve dans d'autres formes artistiques. C'est pas spécifique à la danse, mais ça se cumule dans le cas de la danse classique, en plus cette image de la ballerine dans le corps de ballet et de la nécessité de rentrer dans un moule très précis, physique, artistique également. Donc tout ça se combine pour expliquer aussi des déséquilibres assez forts dans les trajectoires de carrière. Ça, et puis également la perception des chorégraphes comme des figures d'autorité, en fait, historiquement dans les compagnies classiques, dont autorité à laquelle on assimile un certain charisme, des qualités qui sont plus facilement attribuées, je l'ai bien vu sur le terrain, aux hommes qu'aux femmes. Souvent, les femmes chorégraphes, celles que j'ai interrogées, expliquaient qu'elles avaient dû construire de manière très consciente, en fait, par exemple, leur manière de diriger des danseurs et danseuses en studio pour commander l'attention de compagnies qui sont larges, encore une fois, puisque si on travaille avec plusieurs dizaines d'interprètes, c'est un rapport aussi très différent de la création avec 1, 2, 3 interprètes. Il faut pouvoir gérer de larges groupes. Il y a une crainte encore dans les institutions, mais qui a été rapportée également dans des rapports de Renpratt, une crainte de donner des grosses créations en plus aux femmes qui persistent, l'idée que les femmes ne seraient pas aussi capables de gérer des grosses distributions, des gros budgets, des grosses premières que les hommes, qui jouent aussi dans le monde de la danse classique, puisqu'on parle d'un milieu où les budgets sont très conséquents. Une création, ça coûte cher dans ce domaine, notamment les grosses créations, par exemple les ballets d'une soirée complète, narratifs, avec création de costumes, etc. Oui, on parle de budget donc très conséquent, et ça a également un effet sur la perception des femmes chorégraphes. Voilà, j'ai un petit peu dérivé, mais ça fait partie effectivement des trajectoires de carrière dans ce domaine. Super, mais je pense que du coup, on pourra ne pas trop revenir sur la question du genre pour avancer. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être
préciser un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu as évoqué le rôle peut-être d'une partie de professionnels qu'on connaît moins, en quelque sorte, ou dont on a moins l'image, qui sont les répétiteurs et répétitrices, maîtres de ballet, etc., et leur rôle dans le processus de création chorégraphique, mais aussi éventuellement leur lien, en quelque sorte, avec les chorégraphes et ou avec les danseurs et danseuses. Oui, ce sont des figures vraiment très importantes dans les compagnies de ballet. Alors quand on dit répétiteur, répétitrice, il y a plusieurs statuts qui sont désignés par ça. Il y a à la fois des permanents dans les compagnies, qu'on a appelé historiquement plutôt donc maître de ballet ou maîtresse de ballet, même si ce terme commence à passer un petit peu d'usage. Enfin, on commence plutôt à utiliser répétiteur, répétitrice. Donc ça veut dire du personnel en fait, artistique qui est attaché de manière permanente à une compagnie et qui gère aussi bien les répétitions, l'assistanat pour les chorégraphes de passage que le travail de reprise des œuvres, donc qui est un petit peu responsable de la bonne marche au quotidien des répétitions, des productions en cours. Et on a aussi, donc, avec le même titre, souvent, ou le terme d'assistant, des répétiteurs, répétitrices non permanents qui viennent avec le ou la chorégraphe, c'est-à-dire qui sont en fait des collaborateurs privilégiés de l'artiste, qui choisit de se faire assister par des gens qu'il connaît bien, qui viennent aider le processus de répétition. Alors, ils ont des fonctions assez variées, donc encore une fois, ça peut aussi dépendre de la production elle-même, mais c'est un rôle très important, notamment dans le cas où la création implique beaucoup de personnes, puisque vous imaginez 6 semaines de création avec un ou une chorégraphe et potentiellement plusieurs dizaines de personnes devant soi, c'est vraiment très dur de gérer tout ce qui se passe dans l'intégralité du processus, parce que dans le développement du mouvement et des répétitions dans une compagnie de danse, il y a à la fois la création elle-même, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où le ou la chorégraphe va développer les pas avec les autres artistes. Il y a aussi ce que les répétiteurs et répétitrices ont tendance à appeler le nettoyage, c'est-à-dire une fois que les pas sont appris, le travail de répétition, affinage, s'assurer que un bras est bien placé, que la tête est bien placée, que dans les ensembles tout le monde fait la même chose, que les lignes sont respectées, au sol, etc. Un travail vraiment très géométrique en fait, de mise en place des danseurs et des danseuses, qui est également assuré par ces répétiteurs ou répétitrices. Donc selon leur expérience, ils peuvent tenir des rôles un petit peu, et leur personnalité aussi, ils peuvent tenir des rôles un peu différents dans la création, mais ce sont des figures importantes pour prendre le relais. En fait, c'est un petit peu comme des passeurs, mais aussi parfois, des gens qui relaient les messages du ou de la chorégraphe, aussi qui traduisent parfois ce que le ou la chorégraphe veut pour des danseurs-danseuses qui sont un peu perplexes face au processus de création, et qui ensuite donc affinent. Ça leur donne un rôle à l'endroit même de développement du mouvement, en fait. Ce qui veut dire que dans certains cas, ce sont les répétiteurs, les répétitrices qui vont préciser ce que veut un ou une chorégraphe, qui vont donner des compléments d'information, qui vont aller dans un autre studio avec certains danseurs ou danseuses pour répéter le mouvement, s'assurer que tout le monde l'a bien compris, pendant que le ou la chorégraphe gère d'autres aspects, d'autres parties de la pièce. Et il y a évidemment toute une latitude, en fait, dans ce temps de travail, donné à ces répétiteurs et répétitrices pour mettre leur propre, amener leur propre marque, en fait, c'est-à-dire marquer le mouvement de l'empreinte de leur propre vision de ce qu'est la pièce ou de ce que veut le ou la chorégraphe. Ça peut parfois être des relations un peu conflictuelles, c'est-à-dire le ou la chorégraphe peut considérer que ce que les répétiteurs demandent n'est pas tout à fait ce que lui ou elle veut, en fait, mais en même temps, il doit se reposer sur ses figures. C'est là que le travail est réellement collectif, et où parfois, on voit une empreinte se développer qui peut être plus ou moins marquée. J'ai par exemple suivi un chorégraphe qui a travaillé au ballet du Bolchoï, qui avait une assistante avec lui, donc là c'était vraiment son assistante, qui était une danseuse avec laquelle il avait travaillé pendant des décennies, qui était comme une espèce de traductrice du mouvement, en fait. C'est-à-dire lui esquissait le mouvement en ayant une vision très claire de ce qu'il voulait, mais l'esquissait et elle comprenait presque instinctivement exactement le détail de ce qu'il voulait en allant plus loin dans le mouvement. Et donc, c'était elle que les danseurs regardaient
pour comprendre exactement en fait, ce que le chorégraphe voulait, parce que c'était comme le modèle en fait, la personne qui interprétait ce que voulait le chorégraphe pour eux ou elle. Et parfois les assistants se vivent comme reproduisant simplement de manière fidèle, entre guillemets, la parole du ou de la chorégraphe, mais c'est une relation quand même qui crée une médiation en fait, dans la transmission du mouvement, et qui parfois peut donner lieu donc à des moments de conflit, d'évolution du mouvement. Je pense notamment, donc toujours en Russie, il y avait également des assistants russes qui travaillaient sur cette production et donc qui, eux, parlaient en russe aux danseurs-danseuses. Et donc j'avais appris le russe, j'avais fait 1 an de russe à l'INALCO avant d'aller travailler en Russie pour essayer de comprendre ce qui se passait autour de moi en studio, même si je ne le parlais pas couramment. C'était très intéressant parce qu'en fait, du coup, j'entendais leurs remarques que le chorégraphe ne comprenait pas. Et je voyais que parfois, en fait, par souci d'aider, souvent, mais ils traduisaient dans un référentiel russe ce que disait le chorégraphe. C'est-à-dire en leur disant, oui, ce qu'il veut là, c'est un peu comme dans tel ballet du répertoire soviétique, ou dans telle chose, ou fais-le comme ça. Voilà. Pour, encore une fois, aider théoriquement, mais du coup, en amenant une marque, un biais qui traverse du coup le processus de création et qui en fait d'autant plus un travail collectif que du coup, le ou la chorégraphe ne dépend pas que des interprètes, elle dépend aussi de la traduction, les échanges avec des acteurs que parfois elle ne connaissait même pas avant d'arriver en studio. Et du coup, peut-être ça nous permet de faire une petite transition sur... tu as évoqué ce travail de construction du geste et finalement, comment tu as identifié et qu'est-ce qu'elle représente ces 3 logiques de création que tu mentionnes dans ton livre et que tu présentes. Donc, la logique conventionnelle, dramatique et plastique, si je ne me trompe pas. Comment elle se présente et en quoi elle consiste dans ce paysage-là. On nous a fait rentrer quand même dans ce studio de la création. Qu'est-ce qui différencie ces 3 logiques et comment elles se construisent? Oui, c'était une manière d'essayer d'analyser les différentes voies possibles de développement du mouvement. Donc ce sont vraiment uniquement des idéotypes, dans le sens où, bien entendu, parfois on peut les voir de manière très claire en studio sur certaines créations, mais parfois elles sont aussi mélangées. C'était pour essayer de saisir les chemins que prenaient les chorégraphes et aussi les acteurs autour d'eux pour travailler le mouvement. Parce que la question du travail du mouvement est vraiment très, très importante en studio. C'est-à-dire, c'est pas juste créer un pas, c'est proposer un geste qui souvent va prendre forme au fil des interactions en fait avec tous les autres acteurs et donc s'affiner, se développer, la position va changer un peu, etc. Et tout ça c'est fait à la fois d'informations verbales et non verbales. Il y a à la fois des échanges dialogue réellement, entre les acteurs, mais aussi des informations non verbales ou alors beaucoup d'onomatopées. Là-dedans, ça adore les onomatopées dans ce domaine. Plus un peu, vraiment des ou juste en utilisant ses mains, en utilisant son corps, pour des choses sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à mettre des mots. Et effectivement, j'ai distingué moi 3 logiques à partir de ce que j'ai vu en studio, qui pour moi, donnaient aussi des œuvres dont les logiques étaient assez différentes. Alors peut-être pour commencer par la logique dramatique, parce que c'est peut-être la plus simple à comprendre en premier, mais la logique dramatique, c'était une logique de travail qui faisait passer avant toute chose en studio, l'importance de ce qui était raconté, du récit. Donc souvent, c'était des œuvres narratives, mais où le développement du mouvement découlait de ce qu'on voulait dire par ce mouvement. Donc, on cherchait comment tel personnage va montrer sa colère, quel pas on va faire pour montrer la colère. Donc, les pas naissent d'objectifs dramatiques, dramaturgiques, plutôt que de se développer en soi avant qu'on y ajoute en fait, cette logique narrative. Ensuite, j'ai décrit une logique que moi j'appelle plastique, qui est un petit peu difficile à nommer, mais qui là est plutôt une logique de création qui vise à
expérimenter avec le mouvement lui-même, c'est-à-dire à expérimenter avec la forme physique que prend le mouvement. Donc sans chercher nécessairement à lui donner un sens précis, simplement en cherchant des positions, des formes de musicalité, des rapports entre les partenaires, des dispositions dans l'espace qui jouent avec les formes et les étirent souvent pour les décentrer, les transformer, rendre aussi expérimentale que possible la technique classique. Et la dernière logique, que j'ai appelée conventionnelle, c'est une logique qu'on retrouve, alors qui est très spécifique au monde de la danse classique aussi, qui est une logique qui inscrit la création d'un nouveau ballet dans des schémas préexistants de ballet. C'est-à-dire où on va créer un ballet selon les structures historiques, par exemple, d'un ballet du 19e siècle. Ça veut dire les ballets, les scènes de ballet, historiquement, sont subdivisées en numéros, si vous voulez, musicaux, qui ont des objectifs précis. Donc, par exemple, on va enchaîner une variation féminine, ça veut dire un solo, une variation masculine, ou peut-être avant, il va y avoir un pas de deux, c'est-à-dire vraiment un passage de partenariat, ou après, il va y avoir une coda, avant ou après, il va y avoir un passage avec le corps de ballet, où en fait la structure de la chorégraphie est déterminée par ces conventions préexistantes du monde du ballet. Et où du coup, la chorégraphie répond aussi à ces conventions, en fait, vient réaliser un modèle préexistant et existe pour répondre à ce modèle, en fait, pour prolonger ce modèle d'une certaine manière. Alors, il y avait évidemment des créations sur lesquelles j'ai travaillé, dans lesquelles ces logiques se mélangeaient à certains moments, où selon les scènes variaient. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça avait des implications sur les attentes aussi formulées à l'égard du mouvement, en fait. Quand on travaille sur un mode conventionnel, on n'attend pas le même degré, par exemple, de clarté narrative ou de clarté dramaturgique du mouvement que dans une logique dramatique, où le but est que le mouvement raconte quelque chose de manière aussi claire que possible à travers le corps. Par ailleurs, quand on travaille par exemple dans une logique conventionnelle, l'expérimentation avec le mouvement n'est pas le but non plus. En fait, on rentre dans des codes là aussi de séquences de pas techniques classiques qui n'existent pas pour venir remettre en cause ou pousser ou transformer ou subvertir la technique classique, mais pour la réorganiser d'une manière qui correspond à l'œuvre qui est proposée, comme une forme d'artisanat, en fait, par rapport à la technique. L'artisanat est vraiment une dimension très importante de la création classique, où contrairement à une certaine idée de la création contemporaine, où l'objectif peut être de faire quelque chose de nouveau, de poser des choses, parfois de faire table rase aussi, dans une logique contemporaine, mais simplement d'aller vers quelque chose de nouveau, la danse classique assume qu'elle ne fait pas du neuf, en fait. Elle assume, au contraire, qu'elle s'inscrit dans une tradition et que parfois, et notamment dans la logique conventionnelle de développement du mouvement, qu'en fait, elle reprend juste cette histoire et ces modèles et elle vient inventer quelque chose à l'intérieur de ça, qui pour autant n'en est pas moins une création, mais une création qui assume son dialogue avec l'histoire. Et qui, du coup, souvent, ce qui change, c'est éventuellement les œuvres musicales, par exemple, ou les thèmes sur lesquels se construit la création, ou pas forcément. Oui, tout à fait. Notamment dans le pan le pan narratif du répertoire, vous avez à la fois des recréations, parfois d'œuvres oubliées. C'est le cas d'une des œuvres sur lesquelles j'avais travaillé, La Source, qui était un ballet du 19e siècle dont la chorégraphie avait disparu, mais donc qui a été réinventé par un chorégraphe aujourd'hui en changeant un peu la construction musicale, mais en reprenant la partition de l'époque. Dans d'autres cas, il peut s'agir par exemple de créer de nouveaux ballets narratifs, donc de choisir de nouveaux sujets, mais en construisant un ballet sur des modèles finalement plutôt conventionnels, en fait, où on va raconter, prendre un exemple vu récemment, on va raconter Macbeth en transformant Macbeth en ballet, donc avec une création musicale, mais en découpant cette création musicale et la création chorégraphique en scène assez identifiable, en fait, où on va avoir le pas de deux qui va arriver entre deux personnages, un solo pour exprimer telle chose, etc. Où finalement le modèle qui sous-tend la création, même si l'histoire est nouvelle, ne cherche pas à réinventer la logique de narration de Macbeth, par exemple. Voilà. En te lisant,
J'ai trouvé particulièrement intéressant et heuristique ton chapitre sur les coulisses de l'imaginaire chorégraphique. Est-ce que tu peux peut-être, à partir de tout ce que maintenant tu as déjà dit sur tout ce travail, revenir sur ton approche de cette question de construction sociale de l'imaginaire en danse et aussi sur la place de la mémoire corporelle et du répertoire lui-même de la création classique? Oui, tout à fait. Effectivement, l'imaginaire est une notion que moi j'ai vraiment eu envie de mettre en avant dans ce travail. Alors, on peut tout à fait considérer, j'ai eu ce dialogue parfois avec des collègues, qu'on pourrait utiliser d'autres termes. Enfin, on pourrait simplement parler de réseau d'images, d'autres termes. Imaginaire étant aussi chargé en sociologie d'une histoire par la sociologie de l'imaginaire, dans laquelle je ne m'inscris pas en fait en l'utilisant. Moi, je le réutilise dans un autre, je l'utilise dans un autre sens pour parler effectivement de la manière dont des réseaux en fait d'images circulent dans les corps et dans les répertoires en danse. Pourquoi est-ce que cet imaginaire est construit socialement? En fait, on retrouve dans la création classique, donc je disais qu'elle assume son rapport à l'histoire. Ça rend du coup très intéressant la construction du mouvement, enfin en tout cas d'un point de vue de sociologue qui vient l'observer, parce qu'il y a souvent une manière d'assumer en fait, en danse classique, la référence. D'assumer l'intégration d'un pas qui va évoquer tel autre ballet, ou de rendre hommage de manière très claire à un autre chorégraphe ou à un autre style. Là où peut-être dans d'autres domaines ce serait moins bien vu, on va dire, que dans ce cas-là. Et en studio, on voit que pour faire ça, que ça ne vient pas que des chorégraphes, en fait, que dans le processus de développement du mouvement, les interprètes, les répétiteurs, les chorégraphes s'appuient tous de manière régulière sur cette mémoire corporelle qu'ils ont du répertoire. Mémoire corporelle, donc qu'il et elle partagent. Donc on parlait de la dimension transnationale, du ballet classique. Il y a aussi des mémoires plus spécifiques à des compagnies, mais quand même il y a un socle très fort qui est inscrit dans les corps dès la formation presque, mais qui ensuite se prolonge pendant les carrières. Les danseurs classiques entrent en formation pré-professionnelle très jeunes, généralement autour de l'âge de 10, 12 ans, voilà. Se professionnalisent très tôt également, et ensuite traversent donc physiquement des répertoires pendant des années qui créent une mémoire du mouvement, en fait, où un danseur et chorégraphe me l'a décrit comme ça un jour, où en fait, au bout de 10 ans, 20 ans de carrière, face à un problème chorégraphique ou à une question chorégraphique, les danseurs vont avoir plein de réponses possibles en tête, à partir de ce qu'ils ont traversé, de qu'est-ce qu'on peut faire après tel pas, ou qu'est-ce qu'on peut faire à partir de tel moment, ou comment est-ce qu'on peut exprimer telle chose. Et ce réservoir presque intérieur d'images, il ressort au moment du travail de création. Ça peut être donc ouvertement par le biais des chorégraphes qui disent « Ah, là, on va faire une petite référence à Balanchine, etc. » Voilà. Parfois, c'est les danseurs qui proposent un matériau, même parfois en plaisantant, en fait, qui vont faire un saut et où tout le monde va rigoler et se dire « Ah, c'est exactement comme dans Don Quichotte. » Et où parfois les chorégraphes vont les garder, en fait, et intégrer, en fait, ces positions, ces images, à la création en train de se développer. Tout ça crée un entrelacement, en fait, d'images qui forment un imaginaire qui, en fait, est transnational, là aussi, qui a des spécificités, selon les compagnies dont on parle, mais où une référence au Lac des Cygnes, une référence à Don Quichotte, une référence à Georges Balanchine va être comprise dans tellement de pays, dans tant de pays différents, ce qui semble fou concrètement. Et donc va se retrouver facilement dans des créations à des endroits également assez variables. Et la mémoire corporelle, du coup, joue un rôle, vraiment fascinant en fait, dans le travail des danseurs-danseuses. C'est pour ça que j'utilise aussi la notion d'exis corporel en fait plutôt que d'habitus dans leur cas, parce que cette traduction physique en fait de l'habitus est tellement évidente dans le cas des interprètes en danse que c'est comme un cas d'école en fait, presque, pour voir comment l'ensemble de ce qu'on a appris d'une socialisation aussi parle dans ce milieu, dans ce monde de l'art, pour voir la manière dont tout ce qu'on a traversé informe la créativité, informe l'acte de création.
ça montre aussi à quel point, donc encore une fois, la création ne sort pas de nulle part, là aussi. Ça permet d'ouvrir cette boîte noire de ce qu'il y a derrière à l'intérieur. J'ai pu répertorier, même en studio, en fait, les références à d'autres ballets parce qu'elles revenaient tellement souvent qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à toutes les noter, en fait. Et à pouvoir donc compter le nombre de fois où on faisait référence au Lac des Cygnes dans un processus de création ou à des ballets moins connus également, mais qui finissent par constituer un espèce de corpus d'images qui sont réduits à l'état d'archétype. Souvent, ces ballets-là ne sont pas les références. S'appuient sur des moments spécifiques, des passages spécifiques, des mouvements spécifiques, plutôt que sur l'ensemble d'un ballet dans sa complexité, et puis aussi avec la complexité de son histoire dans le cas des ballets du 19e siècle. Mais malgré tout, ces archétypes reviennent, et donc la création vient les entremêler, en fait, aux objectifs spécifiques que le ou la chorégraphe peut se donner au moment d'un nouveau travail. Oui, du coup, juste, je reviens sur cette dernière partie. Du coup, effectivement, ces références que tu dis sur les archétypes, c'est juste potentiellement, du coup, des mouvements de solo en particulier, ou ou ça peut être aussi des mouvements collectifs de corps de ballet, ou de manière de tourner, ou de faire des portées, ou autre. Ça peut être un peu toute forme de... Ça peut être une manière d'aborder une pirouette. Après, il y a des choses vraiment très caractéristiques, comme certains mouvements des bras qui vont tout de suite évoquer le cygne, par exemple. Ça, c'est vraiment un peu un exemple assez simple. Il y a des choses plus subtiles pour des gens, je pense, moins initiés au répertoire, où on va moins le trouver. Mais en fait, une manière de positionner les bras ou de positionner les pieds au moment où on commence un geste vont souvent connoter des chorégraphes particuliers, des œuvres particulières, et donc être reconnu et partagé, en fait. C'est aussi un sujet de camaraderie, en fait, au sein des compagnies, où c'est un jeu aussi partagé, qui crée de la communauté parfois, ou du lien, notamment pour les chorégraphes qui arrivent et qui ne connaissent pas une compagnie. Parfois, ce système de référence partagée va leur permettre aussi de développer des liens au moment du travail de création, et donc de plaisanter avec des interprètes qui connaissent mal, et de mieux comprendre aussi d'où ils viennent. Après, parfois, il y a des spécificités locales. Par exemple, en Russie, il y a tout un répertoire soviétique qui induit une certaine manière, notamment pour les hommes, de se comporter sur scène avec une espèce de mise en avant d'une virilité un peu extrême dans les manières de marcher, de bouger, etc. Donc le Bolchoï est assez connu pour ça. Et c'est tellement présent dans les habitudes des danseurs qui traversent ce répertoire constamment que parfois ça va aussi impliquer, à l'inverse pour les chorégraphes, d'essayer de défaire certaines habitudes. C'est-à-dire de prendre ces archétypes, soit de les utiliser, soit parfois d'essayer d'en détacher les danseurs ou danseuses pour faire autre chose. Mais malgré tout, ils continuent à exister comme point de référence dans les corps et dans les manières de bouger des danseurs et des danseuses. Oui, tout à fait. Je vais peut-être te poser la dernière question de cette rencontre. À la fin de ton livre, tu ouvres le questionnement sur ce qu'est être classique en danse aujourd'hui, et aussi sur les éventuelles tensions entre la tradition dont tu viens de nous montrer comment elle peut avoir des usages en création, mais aussi comment elle peut être un socle fort de différentes formes de cohésion et de référence, et l'évolution contemporaine de questionnement sur des limites éventuellement de cette tradition, de sa reproduction. Tu parles de cette idée de la blanchité dans le ballet classique éventuellement, et du coup des questionnements autour du genre, de la race notamment. Et juste je complète finalement comment on peut retrouver, se conjuguer ou pas au XXIe siècle ces notions de classique, de tradition, avec l'ouverture à des questionnements en art en général, dans différents domaines, même classiques. Je pense à la musique classique par exemple, des questions de l'intersectionnalité dans le monde de la danse.
Oui, c'est une question très complexe parce que le mot classique est vraiment lourd de couches de sens. Et c'est aussi pour ça que je le trouve intéressant d'une certaine manière, parce qu'il pose question en fait. Enfin, dans d'autres champs aussi, hein, enfin, mais dans le cas de la danse par exemple, il désigne à la fois une technique, enfin, des objectifs esthétiques spécifiques, un répertoire, une lignée historique tirée en France depuis Louis XIV, enfin voilà. Donc il y a un certain nombre de couches de sens, et puis il y a aussi l'idée que d'une période antérieure, en fait, enfin, à ce qu'aurait été le moderne puis le contemporain en danse au XXe siècle. Et donc ce terme pose vraiment beaucoup de problèmes, en fait, enfin, aux acteurs qui ont tendance à constamment essayer de le mettre à distance, y compris dans le travail de création, alors même qu'ils viennent de la technique classique. Enfin, c'est un petit peu un de ces paradoxes. Ils ont consacré leur vie à cette technique, enfin, qu'ils se sont formés à ça, ils sont devenus professionnels dans ce domaine. Mais le terme classique est souvent utilisé comme un repoussoir, en fait, enfin, dans le travail, où il faut essayer, parfois en création, d'être moins classique, d'être plus naturel, comme si le naturel s'opposait au classique, enfin voilà, de chercher autre chose dedans. Ce sont des questions qui, en fait, du coup, moi je continue à développer dans un travail actuellement sur les catégories esthétiques, parce que je pense que ça soulève vraiment la question de l'emploi des catégories esthétiques dans le monde social et des limites de ces catégories quand les mondes de l'art cessent d'en produire aussi, puisqu'il y a eu un espèce depuis l'arrivée de la catégorie contemporain, il y a aussi une problématique de la catégorie contemporaine. Est-ce que ce serait la dernière, en fait, fin d'une histoire de l'art, et après on fait quoi? Parce qu'en danse, ça fait plus de 60 ans, en fait, qu'on utilise que la catégorie contemporaine existe, même si elle devient plus massive dans les années 70-80. Ce qui se faisait dans les années 70 sous le nom de danse contemporaine n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, même l'idée de contemporain n'est pas un monolithe, en fait. Enfin, de ce point de vue-là, pas plus que le classique n'en est un si on le pense à l'échelle de plusieurs siècles, en fait. Enfin, l'idée d'un classique ou d'une manière de voir le classique est assez illusoire, enfin, et ne reflète pas, en fait, enfin, la variété des formes qui existent sous ce terme. Donc c'est une interrogation que j'ai encore, et je pense qu'il faut la poser aussi, même pour nous en tant que sociologues, parce que on hérite souvent des catégories que le monde social applique. Mais en fait, parfois, on se retrouve à essayer de s'en dépatouiller, sans trop savoir quoi en faire, concrètement, et sans toujours avoir d'alternative, en fait, pour essayer de décrire concrètement ce qui se passe dans un monde de l'art qui ne correspond pas toujours réellement aux catégories, en fait. Enfin, tout comme ce qui est désigné comme classique dans la danse ou comme contemporain, pour certains ne va pas être, va aussi correspondre à d'autres catégories, ou va être du classique contemporain, ou on va pas trop savoir quoi en faire. Enfin voilà, ça crée beaucoup de confusion, en fait. Enfin, je trouve chez les acteurs, et aussi dans l'analyse, en fait, des mondes de l'art. Et effectivement, ça rejoint cette question de comment un monde comme celui du ballet vit est traversé par des questions sociétales, enfin, aujourd'hui. Alors, notamment les questions de genre qui ont également eu un gros effet ces 10-15 dernières années sur ce monde de l'art, sur le manque de femmes chorégraphes, les questions de sexisme dans les compagnies, enfin, de traitement évidemment des danseurs-danseuses au quotidien, mais aussi de gestion des répertoires avec la disparition des œuvres de femmes. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées autour de ça. Des questions d'intersectionnalité aussi, parce que si on vient ajouter la catégorie race, là aussi, c'est devenu un sujet même journalistique, en fait. Enfin, et pendant que je faisais ma thèse, en fait. Enfin, donc, ça a été très intéressant pour moi, parce qu'en fait, ces questions ont émergé pendant que je faisais du travail de terrain, et où je voyais donc du coup les acteurs commencer à s'en emparer, là où c'était un impensé absolu quand j'ai commencé ma thèse, en France en tout cas, enfin, et pas dans absolument tous les pays, mais dans beaucoup de pays. La question de la race dans la création classique ou dans les compagnies classiques était très peu pensée, quoi. Enfin, puisque rentrer dans le rang est toujours un objectif, enfin, est souvent un objectif dans ces compagnies en plus. Mais ce sont des compagnies où effectivement la norme de blanchité, pour reprendre le thème que Julien de Bonneville a aussi appliqué à la danse contemporaine, où la norme de blanchité est très forte, enfin, au point qu'on ne la voit presque plus. Enfin, sur le terrain, ce qui est terrible. Ça a été un exercice très intéressant aussi au fur et à mesure du travail, et je l'ai encore plus refait dans le livre quand j'ai transformé ma thèse en livre, de repenser justement au fil de ces avancées, la manière dont la catégorie race
peut venir croiser mes autres angles d'analyse. Je l'ai ajouté aussi à la base de données, en fait, pour avoir des statistiques dans ce domaine et voir la très 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 faible représentation de chorégraphes non blancs dans les répertoires et dans la création, même pas dans le répertoire, dans la création, entre 2000 et 2020. Pour autant, c'est vrai que en réalité, réellement, ce monde est bousculé par ces questions. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une forme de... Beaucoup d'acteurs de ce monde sont sur la défensive aujourd'hui sur ces sujets-là parce qu'ils ont l'impression que comme on les renvoie constamment au passé et au fait d'être déjà surannés, quand ces questions arrivent, quand ces questions sociales arrivent, ils ont l'impression d'être tout de suite mis au pilori, comme ces vieilles compagnies hiérarchiques qui n'arrivent pas à s'adapter. En fait, ce sont des compagnies qui s'adaptent, mais lentement. L'histoire est longue, en fait. Dans les ballets, ce sont des grosses machines. Des compagnies comme l'Opéra de Paris ne se retournent pas en 2 semaines, en fait. C'est lent comme processus. Des processus qui ont été entamés parfois avec Benjamin Millepied au moment de sa direction à l'Opéra de Paris vers 2015 trouvent seulement leur aboutissement aujourd'hui dans des transformations de répertoire. Alors on peut trouver que c'est trop lent, vraiment. Mais c'est la manière dont ces institutions aussi gèrent les choses. Ceci dit, elles ont une capacité d'adaptation et d'absorption sur le long terme qu'on ne peut pas leur enlever, parce que réellement, le développement de la technique classique et le développement des ballets s'est adapté aussi bien à des systèmes de monarchie absolue qu'à la Russie impériale, qu'à Cuba et Fidel Castro, où le ballet est une forme extrêmement populaire et aussi populaire que le football, qu'à New York et le modernisme avec Balanchine. Ce n'est pas une forme figée, là aussi. C'est une forme qui, effectivement, hérite de traditions qui ne prenaient pas du tout en compte ces questions, qui commencent à évoluer sur ce point, mais je pense que presque parfois il faut le détacher de la question c'est-à-dire traiter ces questions ne va pas rendre ces compagnies contemporaines, en réalité. Et le contemporain ne traite pas toujours ces questions, comme le dit Julien de Bonneville en l'occurrence. Le monde de la danse contemporaine ou de l'art contemporain n'est pas forcément, représentatif non plus de d'une exemplarité sur ces questions. Donc pour moi, à la fois ça les croise parce que ça vient générer encore plus de tensions à l'endroit d'une identité dite classique, mais aussi ça génère des questionnements en interne et des formes d'adaptation très progressives, pas toujours, mais à pas mal d'endroits aujourd'hui, des questionnements, des évolutions, notamment sur les formes que prend la hiérarchie, sur le recrutement, etc., qui ne peuvent pas se passer du jour au lendemain, en fait. Là, on commence à peine à voir les effets, je pense, sur les institutions de formation, et encore pas partout. Un des problèmes des compagnies, par exemple, en termes de représentation au sein des danseurs, des compagnies, étant que les grandes compagnies classiques dépendent des grandes écoles de formation. Donc, s'il n'y a aucune représentation de jeunes danseurs noirs, ou d'origine asiatique, ou etc., dans ces écoles, il n'y en aura jamais dans les compagnies. On ne peut pas on forme pas des danseurs classiques en 1 an ou en 6 mois. Donc je pense qu'il y a cette frustration parfois de oui mais comment est-ce qu'on voilà, et donc il y a des choses qui doivent se passer à l'endroit des écoles qui commencent à évoluer et qui donc vont forcément se traduire à une échelle plutôt de 5, 10, 15 ans. Et c'est un processus très intéressant, je trouve, à observer aussi. Là aussi, ça ne veut pas dire que ça génère parfois des blocages, du rejet, ce que le monde social demande à un univers artistique qui parfois ne se pense pas comme étant en lien avec l'actualité, se pense comme étant porteur ou représentant d'un répertoire qui se voudrait intemporel. Et donc universel. Et donc, voilà, c'est une grosse évolution, je pense, dans ce milieu. Déjà, l'idée qu'on puisse lire les œuvres qu'ils dansent à l'aune de questions sociales et non pas seulement à l'aune de quels sont les grands chefs-d'œuvre du répertoire classique, je caricature encore une fois. Et toutes ces questions sont en cours mais c'est vraiment passionnant à voir, je trouve, justement d'un point de vue sociologique. Comment un monde comme celui-là qui s'est construit
de cette manière-là, s'adapte ou non, selon les endroits où il est, à une nouvelle exigence aussi de penser ces questions. Il se trouve face, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être demander maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Alors merci pour la présentation de ce livre et pour tout l'exposé qui permet d'en avoir enfin moi je l'ai pas lu mais d'en avoir en tout cas une idée. J'aurais peut-être deux questions. Déjà voir si j'ai bien saisi le mode de coordination que tu présentes et qui se fait sur la base en fait de ce qu'on pourrait appeler une grammaire de la danse classique à travers des gestes, etc. Une grammaire qui serait universelle, comme tu l'avais dit. Et j'aurais une question sur cette universalité. Comment, pour reporter de façon sociologique, c'est comment cette universalité se construit. Donc, est-ce qu'il y a des acteurs internationaux qui vont définir des gestes et dire bon mais voilà c'est comme ça. Est-ce que c'est plutôt à travers des ouvrages, voilà, c'est qui les passeurs en fait transnationaux de cette grammaire là? Et la deuxième question que j'aimerais poser, c'est dans ce retranchement, subi du classique à ce que tu disais de poussiéreux ou quoi par rapport aux contemporains à partir des années 80. Est-ce qu'il y a aussi cette forme de retranchement vers cette grammaire-là, et du coup qui va privilégier une seule mode de coordination, ou est-ce qu'au contraire ça remet en question et on va multiplier les modes de coordination dans ce monde-là? Oui, c'est très intéressant pour la diffusion de la grammaire. Alors, c'est vraiment une diffusion qui s'est faite sur le très long terme, hein. Enfin, en réalité, il y a peu de régions du monde où il n'y a pas des écoles de danse classique d'une manière ou d'une autre. La diffusion a pris des formes assez variées. Alors, il y a eu des traités qui ont été diffusés, notamment plutôt à partir du 18e, 19e siècle, des traités techniques. Il y a eu aussi réellement parfois la volonté dans certains pays d'introduire la danse classique comme une forme professionnelle en faisant venir des pédagogues, souvent de pays considérés comme faisant autorité, particulièrement la Russie et la France. La Russie, par exemple, des maîtres de ballet russes ayant, par exemple, été appelés pour former les premières écoles en Chine. Il y a aussi toute une tradition qui s'est développée au Japon, au milieu du XXe siècle. Selon les régions du monde, en fait, il y a des passeurs-passeuses qui parfois sont allés s'installer en fait, dans ces régions, ont créé des écoles et développé la technique, en considérant effectivement, en tout cas à leurs yeux, que c'était une grammaire universelle, qui pouvait donc être transmise quel que soit le contexte culturel, avec ces variations, puisque donc parfois on s'inscrit dans le curriculum russe, parfois dans un curriculum plutôt britannique, celui de la Royal Academy of Dance, qui a un peu son propre système. Le style français n'est pas, malheureusement, n'est pas défini par un traité ou il n'y a jamais eu en fait réellement de manuel formalisé du style français. Ça pourrait être, je pense, un projet que pourrait porter l'école de danse de l'Opéra de Paris d'ailleurs, parce que réellement il y a des méthodes d'enseignement très claires, mais qui n'ont jamais été formalisées pour l'extérieur. Alors qu'en Russie, Agrippina Vaganova, qui a donné son nom à l'école du ballet du Mariinsky, a écrit sur la technique, a vraiment formalisé, toute une structure d'enseignement sur un certain nombre d'années pour amener le danseur ou la danseuse jusqu'à un niveau professionnel. Et oui, je pense qu'en fait, dans beaucoup de pays, ça a été perçu aussi comme une forme européenne dotée d'un certain capital symbolique en soi, et qui du coup valait la peine d'être transmise en fait, ou de s'installer à différents endroits. Il y a eu des ballets créés un peu partout dans le monde. Il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui, qui peut-être du coup à terme aussi développer leur propre style. Par exemple, le Japon a une tradition de ballet maintenant absolument énorme, forme beaucoup de danseurs, à ses propres compagnies, qui commencent à prendre une place aussi au niveau international. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est devenu par les circulations et par un travail de passeurs, mais parfois minutieux dans un pays spécifique, est devenu une grammaire partagée à une échelle réellement internationale. C'est un cas assez... sans pour autant qu'il y ait de communication, souvent, c'était d'anciens danseurs professionnels, en fait, qui ensuite allaient s'installer et transmettre dans des écoles, ailleurs, et ensuite créer des compagnies professionnelles, ici et là.
Je ne sais pas si je l'explique très bien, mais c'est vraiment une diffusion très... comment dire, progressive au fil du temps, et notamment tout au fil du XXe siècle en fait. Je pense il y a des travaux en cours, par exemple sur le développement du ballet au Brésil et sur la manière dont la technique classique est venue s'installer là-bas. Et c'est encore des travaux qui manquent pour certains pays, mais qui créent du coup une grammaire en commun où aussi des danseurs professionnels sont formés dans beaucoup de pays différents. Et parfois, parce qu'il n'y a pas peut-être de compagnie d'un niveau suffisant ou pas assez de postes dans leur pays, vont ensuite venir dans les grandes compagnies internationales. Aujourd'hui, certaines des plus grandes compagnies internationales sont vraiment extrêmement diverses sur le plan des origines géographiques, vont avoir des danseurs de tous les continents, sélectionnés pour les rejoindre. Et pardon, ta deuxième question, c'était sur le fait de retrancher le qualificatif de poussiéreux de la danse classique. Est-ce que ça va transformer les modes de coordination ou ça va les homogénéiser, ou on va se retrancher sur quelque chose de très classique justement, ou dire, c'est toute une question, parce qu'en fait les compagnies ont des stratégies très différentes à ce sujet. Pendant longtemps, la stratégie de l'Opéra de Paris, par exemple, face à cette question, a été de dire il faut dans ce cas-là faire rentrer une création de techniques contemporaines à l'Opéra de Paris. Donc, une grande partie de la création à l'Opéra de Paris, notamment tout le début des années 90, 2000, jusqu'à assez récemment, les créations étaient très peu le fait de chorégraphes venus de la technique classique. Souvent, on considérait que pour ouvrir justement le répertoire et ne pas être perçu comme poussiéreux, il fallait justement faire venir des gens d'autres mondes. Comme si c'est aussi une manière de capter stratégiquement le label contemporain appliqué à d'autres. En réalité, bon, ça c'est mon interprétation de ça, mais voilà, là où d'autres compagnies font des choix différents, c'est-à-dire considèrent que la création dans les compagnies de technique classique doit venir prolonger les sillons tracés de travail avec la danse classique, avec la technique classique, donc l'amener sur de nouveaux terrains, expérimenter avec, jouer avec, peut-être trouver de nouveaux modes de partenariat, développer par exemple quelque chose qui se fait encore très peu, malgré les questions posées à ce sujet, le partenariat entre hommes ou le partenariat entre femmes, puisque la technique est très genrée, en fait, dans ce classique. Donc, il y a des voies de développement, ou raconter de nouvelles histoires aussi, mais en utilisant cette technique. Et c'est vraiment une opposition très forte, en fait. Est-ce que les compagnies de ballet sont faites pour continuer à créer en restant ancrées dans leur technique d'origine, ou est-ce que le but, c'est que ça devienne des compagnies les plus versatiles possibles, qui, du coup, maîtrisent, ou dont les danseurs viennent de la technique classique, mais maîtrisent plein d'autres techniques, dansent plein d'autres choses, et où, du coup, le répertoire se nourrit aussi d'autres techniques. C'est un débat qui, en plus, est d'autant moins résolu que se posent aujourd'hui, pour les premières générations de la danse contemporaine, des questions de préservation des œuvres et des répertoires. Donc, je pense à des chorégraphes des années 80, 90, même un petit peu avant, et puis même de la danse moderne encore avant. Souvent, leur compagnie, à leur mort, disparaît ou a du mal à continuer à tourner ou à fonctionner. Une partie des œuvres, du coup, ne sont plus dansées. Et il n'y a pas de compagnie de répertoire contemporain. Ça n'existe pas en France. On n'a pas de compagnie dont l'objectif, c'est d'avoir des danseurs de formation contemporaine qui dansent du répertoire, qui dansent des pièces jugées importantes, sélectionnées comme étant essentielles du répertoire contemporain. Ce qui veut dire que du coup, les ballets se retrouvent à un endroit où du coup, on se tourne vers les ballets aussi parfois en disant vous êtes des endroits de répertoire, danser aussi le répertoire moderne et contemporain. Sauf que le répertoire n'est pas extensible non plus. En fait, une compagnie ne peut pas danser 70 œuvres par an. Et donc, parfois, le répertoire s'élargit à d'autres techniques, mais en perdant aussi parfois des œuvres classiques, ou en tout cas la concentration de ces compagnies sur la technique classique. Peut-être que c'est juste l'évolution, et comme ça que ça va évoluer à l'avenir, et que ces compagnies ne seront plus des compagnies de technique classique. Il y a déjà certains ballets qui se sont transformés, qui portent encore le nom de ballet, mais qui, en fait, de manière concrète en termes de technique, par exemple, des compagnies comme le ballet de Lorraine, ou même le ballet de Marseille, ne sont pas vraiment aujourd'hui des compagnies de technique classique, au sens où moi je l'entends. Elles dansent des répertoires très différents. Peut-être qu'un jour, il y aura juste des compagnies dédiées à du répertoire contemporain, mais c'est une ambiguïté, en fait, sur la question de qui est en charge de la préservation des œuvres historiques dans la danse. Et si ce ne sont que les ballets, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas été construits pour ça.
c'est pas, enfin voilà, ça demande parfois des compétences très différentes de danser du répertoire contemporain. Les danseurs des compagnies classiques sont formidables et s'adaptent à 1000 choses, mais n'empêche que quand ils dansent certains répertoires contemporains, ils le danseront toujours différemment de danseurs contemporains. C'est pas forcément un problème, mais ça veut dire qu'on voit les œuvres d'une manière très spécifique, en fait. Est-ce qu'il y a la notion de patrimoine peut-être pour cette préservation-là C'est toute cette question justement. Enfin, ça c'est le répertoire. En fait, le répertoire est considéré comme le patrimoine. En fait, on danse. Sauf si on parle de patrimoine, au sens. Il y a le patrimoine au sens des œuvres qui ne sont plus dansées, mais le patrimoine est généralement le répertoire au sens des œuvres qu'on peut encore voir sur scène. Celles qu'on peut plus voir, on peut les préserver en vidéo ou autrement, mais elles sont plus accessibles comme du spectacle vivant. Merci, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier Laura Capel pour cette très intéressante rencontre et pour être venue discuter avec nous, Aurélien Thom à la réalisation technique et évidemment le comité d'organisation des rencontres du RT14, donc Marie-Laure Bernon, Élise Kesvatine, Tristan Dominguez, Karim Amou, Bianca Maretti et Myrti Picot. Et j'en profite pour redire voilà, une dernière fois aujourd'hui que c'est la dernière rencontre de l'année et qu'on a hâte de se retrouver pour des nouvelles rencontres avec des nouvelles publications en sociologie de l'art et de la culture. Merci beaucoup.